C'était une des plus belles surprises de ma vie. Donc, mon expérience en France, ça a été magnifique, plus beau que j'ai pu espérer. Et si je peux vivre aussi de bonheur que j'ai vécu le 5 ans passés, je serai très content. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Septor, épisode 4 de notre série, mais épisode numéro 1 de la saison 2021-2022. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les numéros précédents avec Valentin Kieffer, Fabien Courcial ou Jordi Demal dans la playlist qui s'affiche sur l'écran à sa droite, normalement. On n'a pas été très actifs cette année, mais on va essayer de reprendre un petit rythme pour vous faire découvrir, bien sûr, nos joueurs. Et pour ce 4e numéro, je reçois Tom Robbins, notre demi-centre international belge, qui termine sa 2e saison au club. Je vous rappelle notre format, notre invité ne sait pas vraiment à quoi s'attendre et les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, c'est important pour nous. Et je vous le disais, je reçois donc aujourd'hui Tom Robbins. Salut Tom. Salut Coco, salut tout le monde. Comment ça va tout d'abord Tom? Très bien, très bien. On vient de finir une semaine off, donc on a pu se reposer un peu. On a pu visiter la famille un peu en Belgique et la famille de Sarah, ma copine, à Strasbourg. Donc et là, on revient pour une semaine de prépa assez lourd, donc un peu fatigué, mais avec beaucoup d'envie de reprendre quand même. T'étais pas en sélection toi, puisque vous étiez déjà qualifié suite au forfait des Russes, mais c'est rare toi les semaines vraiment off comme ça pour toi avec le rythme sélection et club. Oui, en général, ça n'arrive quasiment jamais, sauf à Noël. On a toujours une semaine. Et maintenant, oui, parce qu'on ne devait pas jouer les Russes, c'est assez rare qu'on était libre. Du coup, on a bien profité pour voir la famille un peu, mais c'était aussi un peu de la course parce qu'il faut toujours essayer de voir un peu tout le monde, mais c'est impossible, donc il faut faire des choix et c'est quand même un peu de la course et c'est assez fatigant à la fin hein, parce qu'on a deux familles à visiter, donc maintenant avec la petite, c'était assez fatigant, mais ça fait du bien quand même pour le mental. Au final, dans ce podcast, on va dérouler un petit peu ta carrière, tes événements de vie, ton avis sur certains sujets. Mais pour commencer, pour bien te présenter auprès des auditeurs, présenter notamment ton enfance, tes premiers pas vers le handball, tu peux nous présenter d'où tu viens? Je viens d'une ville en Belgique, hein, de Hasselt, ma ville de naissance, et j'ai grandi là toute ma vie finalement. J'ai découvert le hand là-bas hein, depuis mes 4 ans, je crois, et j'ai jamais changé de club. C'est un club en dehors de la Belgique qui a toujours joué pour la prix. Donc là, avec mon club, j'ai eu de la chance de grandir dans un grand club sans bouger trop. C'est un vrai club de famille un peu, comme ici. Et je me sentais bien. Et j'ai fait mes études en Belgique en même temps que j'ai joué au hand. Donc après mes études, j'ai pu travailler au Decathlon comme chef de rayon aussi dans ma ville de naissance, à Celt. C'était un magasin qui venait d'ouvrir et j'ai pu construire le magasin de début jusqu'à la fin. Donc franchement, je me sentais vraiment bien. De la combinaison à mon boulot qui donnait beaucoup de possibilités de me libérer pour le handball. Donc la combinaison était très bien dans ma ville où j'ai grandi avec ma famille, mes amis. Donc j'ai réfléchi souvent de partir quand même à l'étranger pour le handball. À ce moment-là, c'est loin de toi le hand pro quand même? Ça a toujours été une petite idée dans mon coin. Comme un joueur d'enfance, c'est toujours un rêve de faire du boulot, de ton hobby, de ton sport. Bien sûr, mais comme j'ai dit, j'ai fait mes études en faisant en combinaison ça avec le handball, parce qu'en Belgique, on ne gagne pas notre vie avec le handball, on sait bien ça. Donc les études ont toujours la priorité. Et après, tout de suite, le magasin de Decathlon s'est ouvert et c'est une belle opportunité. Donc, je suis tout de suite. T'as quel âge à ce moment-là? J'avais 21 ans, je crois, 22 ans. Et tout de suite, cette opportunité s'est présentée. Et je me suis jeté dessus et je n'ai pas regretté parce que j'ai adoré cette expérience d'ouvrir un magasin et de découvrir le monde professionnel un peu dans le management plutôt. Et cette combinaison, j'ai pu vraiment m'épanouir dans le sport, mais aussi dans le monde professionnel un peu.
Et après le boulot, je partais tout de suite à l'entraînement, vite manger, ou au boulot ou juste à la maison. Et je rentrais vers 10 heures du soir des fois. Donc c'était des journées longues, mais j'aimais bien ce que je faisais et ça a toujours été le plus important pour moi. C'est un rythme de vie qui te convenait à l'époque, mais que tu voyais durer de cette façon-là, ou c'était l'opportunité qui faisait que tu assemblais les deux? Oui, ben, de toute façon, c'était pas possible de continuer encore longtemps avec ce rythme-là parce que c'était assez fatigant. Et quand tu es jeune, tu arrives à gérer ça, mais quand tu vieillis un peu, tu vas découvrir des limitations quand même au niveau de physique. Surtout, je bossais le samedi, donc toute la journée, je travaillais dans le magasin. C'est la journée la plus importante. Donc, je faisais 10 000 passes chaque samedi et après jouer un match, ben, ça pesait quand même au niveau de prestation, c'est sûr. Donc non, je l'ai fait jusqu'au moment que j'ai eu, ben, que je me suis dit, ok, maintenant en Belgique, on a à peu près tout gagné. J'avais à ce moment 25, 26 ans, je crois. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment tout ce que je peux atteindre de mon carrière sportive? Parce que je suis encore assez jeune. Ou je reste en Belgique et je vais me sauter sur un peu le côté professionnel au niveau décathlon et je vais grandir Mhm. là-dedans. Ou je vais encore, avec mon âge, essayer de chercher le plus haut possible au niveau de handball. Et je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, peut-être je vais le regretter après. Mais t'étais pas forcément dans une frustration de te dire le temps passe et j'arrive pas à être vraiment pro et tout. T'avais juste la voie handball ou la voie professionnelle avec Decathlon et tu faisais un choix comme tu fais le choix entre deux entreprises en fait. Exactement, j'étais pas du tout frustré à ce moment. C'était exactement comme tu dis, un choix à faire. Et je me suis dit, ben, peut-être pourquoi pas essayer de faire une année en pro en France. De toute façon, j'ai rien à perdre. Avec mon boulot, je pouvais prendre une année de congé Ok. et je pouvais retourner. Donc je me suis dit, je vais essayer de le faire une année. Si ça me plaît pas, je peux toujours retourner et ce sera qu'une année, rien à perdu là-dessus. Et si ça me plaît, ben, tant mieux. Après, je peux voir jusqu'où ça peut m'apporter. On va faire une petite pause là, on va revenir en arrière juste sur le hand parce que Hasselt, c'est où en Belgique exactement? Hasselt, c'est à 30 minutes de Liège, je Ok, crois, et à côté de Pays-Bas, en ok. Flandre. Donc une terre qui est pas forcément hand de base, enfin par rapport au foot par exemple où il y a des gros clubs dans ces environs. Comment t'es arrivé au hand en fait? Oh, bah, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais Mhm. jeune. Vraiment, j'ai fait du foot, la natation, la gymnastique, un peu tout parce que j'avais beaucoup d'énergie. J'avais besoin de dépenser, je crois. Et ben, mon père, il a joué du hand. Ok. Et c'est comme ça que je suis tombé un peu dans ce milieu-là. Et ben, aussi, avec l'âge, tu peux pas continuer à combiner tous les sports. Donc, année par année, je devais faire des choix, hein. Je vais continuer avec quoi? Et finalement, c'est le hand qui restait debout jusqu'à la fin. Parce Parce que... que c'était ce que tu préférais ou parce que c'était là où tu te sentais le meilleur? Oh non, pas, je me sentais pas le meilleur. C'est vraiment une préférence pour Ok. moi. Et mon père m'a fait toujours faire mes choix libres. Et j'avais une équipe avec beaucoup d'amis. J'aimais bien le sport parce que pour moi, le sport, il a tout pour vraiment dépenser toute l'énergie. Et c'est vraiment l'ensemble de tout ça qui m'a fait décider de continuer la honte. Revenons donc maintenant au moment où tu décides de tenter ta chance. Comment ça se passe à ce moment-là? Tu es en contact avec des agents peut-être pour essayer de t'exporter ou directement avec les clubs? T'atterris à Strasbourg en tout cas. Oui, oui. À ce moment, c'était plutôt Ripeti Gérard, qui c'est quelqu'un qui est très connu dans le hand français et qui était en contact avec l'équipe nationale de Belgique. Et il m'avait demandé, bah, est-ce que tu as envie de partir ou pas? Et j'avais dit, oui, bah, ça me tente quand même, hein. Et après, c'est lui qui m'a dit, ok, je vais écouter un peu s'il y a des clubs intéressés. Et à ce moment, c'était Strasbourg comme premier, avec l'entraîneur Bruno Bosch. Et ils étaient intéressés et assez vite, on s'est mis d'accord et ben, je me suis renseigné un peu sur la ville de Strasbourg. C'était tout bien. C'était un club
qui venaient au Pro League de N1. Donc c'était pour eux aussi une nouvelle aventure, exactement pareil pour moi. Donc je me sentais bien dans ce projet un peu. Rien n'était obligé et tout était à essayer. T'arrives en France, donc même si tu maîtrises bien la langue, à l'époque, le français, c'est pas trop ça. Ah non, au Même pas début, du tout. non, non, au début c'était dur, hein. On a eu le français un petit peu à l'école, mais Mhm. à l'école, faire quelques phrases ou venir dans la vie française et vraiment faire des conversations, c'était assez dur au début. Mais au début, les gens voulaient me parler anglais et j'ai toujours dit non, Mhm. il faut que j'apprenne. Et en plus, des fois, les Français hein, qui parlent anglais, c'est encore plus dur à comprendre. Non, 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 c'est une blague, hein. Non, non, une fois que tu te mets dedans, tu apprends assez vite. Et finalement, le moment, le clic, c'est quand tu t'en fous un peu Mhm. de ta faute que tu fais. Et bah, j'ai découvert plein de personnes. Et comme j'aime bien le social, j'aime bien traîner un peu après les entraînements, après les matchs, dans le vestiaire, avec les bénévoles dans le VIP. Donc c'est juste en faisant qu'on apprend le mieux. Et c'est ce que j'ai fait à fond, je pense, dès mon arrivée. Il fallait que je m'installe, que je cherchais un numéro français. Je devais me débrouiller avec la carte vitale, un peu la bureaucratie Mhm. française, c'est pas Ça si t'a pas facile. fait douter un peu de ton choix de venir faire du hand, etc., comparé à ta vie d'avant? Non, non, pas du tout. C'est un choix calculé, hein. Je savais que c'était une partie de la vie et je voulais vraiment découvrir cette partie de la vie. Et finalement, tu apprends assez vite de gérer ton temps, de te reposer, ce qui est vraiment important comme joueur, d'apprendre un peu le français. Au début, tu comprends que quelques phrases. Après, tu essaies de converser, mais tu es toujours en retard parce que tu traduis dans ta tête. Et en faisant des petits exercices à la maison, mais c'était des trucs comme ça pour m'améliorer. Et finalement, je trouve toujours des petits projets à faire. Et c'est beaucoup plus facile de faire le combinaison handball-boulot et après handball professionnel Mhm. ça c'est plutôt facile. J'ai un peu peur si jamais je vais rentrer en Belgique et là je vais reprendre le Mhm. boulot à temps plein et peut-être encore faire du sport à côté, ça va être beaucoup plus dur, je crois. Tu nous parles là de ces épreuves qui peuvent pour certains peut-être partir dans un pays étranger où tu connais pas la langue, faire un nouveau métier compliqué. Toi, tu le prends toujours avec positif, mais c'est un petit peu quand on te connaît ta philosophie de vie quand même de voir beaucoup de choses du côté positif et comme des épreuves positives dans ta vie. Oui, oui. Ça vient de ton éducation, tu penses? Oh, je pense que c'est une façon d'être dans la vie. J'ai toujours été comme ça, je crois. Il faut l'avouer aussi, j'ai eu beaucoup de chance avec ma famille, avec la manière dont mon père, mes parents m'ont éduqué aussi, je crois. Il y a toujours deux façons, même il y a toujours millions de façons de regarder à des choses. Et si on veut, on trouve toujours quelque chose de négatif. Il y a toujours quelque chose dont on peut se plaindre ou qui ne va pas très bien. Mais comme j'ai dit, il y a toujours aussi un autre côté à regarder les choses. Je crois, quand je regarde en arrière, ben, tu peux toujours changer, dire oh si j'avais changé ça, mais ça sert à rien parce que au moment que tu fais des choix, tu le fais avec la connaissance que tu as à ce moment et ça sert à rien de le regretter après. Et une fois quand tu fais des choix, ben, il faut le prendre comme ça et il faut les accepter et faire le mieux avec ça. Et je pense comme ça, c'est comme ça que les gens seront plus heureux quand on peut être un peu comme ça. Quand on va parler un petit peu après de la sélection de l'équipe nationale, juste quand tu étais à Strasbourg à ce moment-là, tu t'imaginais quelques années plus tard jouer, être titulaire en première division française et être au mondial dans quelques mois plus tard? Ou c'était un objectif, quelque chose que tu voyais loin, pourquoi pas, ou pas du tout? Oui, non, j'avais pas imaginé ça. Mon objectif, c'était juste maintenant que j'y suis et maintenant que ça me plaît vraiment bien, je me sens vraiment bien, ben, je voulais bien rester à Strasbourg, mais il y avait l'opportunité de Massy, qui était quand même un club avec plus d'ambition. Et je me suis dit, même si j'adore d'être ici, les années que je suis en France, ben, je veux essayer d'aller le plus loin possible. Et on verra où on va finir. Donc, pour moi, Massy, c'était une belle opportunité
pour prendre une étape en plus, un niveau en plus, avec un peu plus de pression, mais pas trop parce qu'en Massy, tout était possible un peu. On jouait librement et on a fait une belle saison, je crois. Pour le mondial, ça a toujours été un rêve, mais on savait que ça serait très très dur pour notre petit pays qui n'est pas professionnel. Un rêve de loin qui devient de la réalité. Donc ça, j'avais jamais cru de le faire. Justement, par rapport à ça, on va parler un peu de l'équipe nationale. Moi, j'ai un profond respect, tout sport confondu, hand, foot, basket, pour les joueurs de nationalité et de sélection, pas de tout premier plan, mais qui font des efforts pour leur pays, d'aller jouer des matchs compliqués, etc. Parce que à la télé, on voit souvent l'équipe de France ou la Norvège, etc., ou le Danemark au hand. Mais vous, c'est pas forcément le même quotidien non plus, pas le même argent qui est mis par les fédérations. Donc vous partez à l'aventure quand même des fois en sélection. T'as dû vivre des trucs un petit peu étranges. Oui, oui, oui. Ben, je pense, si je peux raconter toute l'histoire, on n'aura pas assez de temps. Je peux faire un petit livre d'or avec tout ce qui s'est passé déjà. Non, surtout maintenant comme joueur professionnel, quand tu as vécu ça, et ben, des fois tu dois rentrer dans ton pays où c'est un peu moins professionnel, ben, il faut s'adapter. En général, en Belgique, ce sont tous des bénévoles, aussi les joueurs. Ça fait maintenant une année qu'on a tout petit salaire par jour, mais finalement, on a encore des bénévoles. Donc, tous les joueurs qui sont là sont ou pro en France, ou ils travaillent en Belgique, ils doivent prendre des congés sans solde et tout ça pour être là. Donc, ce sont les joueurs et qui font beaucoup, beaucoup de sacrifices. Et c'est chaque année qu'on doit voir un peu, OK, qu'est-ce que le tirage va donner aussi, parce qu'il faut être honnête. Les dernières années, on était dans les groupes avec la France, le Norvège, des équipes comme ça. C'est très dur. Même s'il y a quelques années, on était très, très, très proche d'un exploit contre la France. Ça, on a perdu avec un but en Belgique. C'était une ambiance magnifique, mais on sait ce sont des exploits. Il faut rester opportuniste. En général, les Belges sont toujours un peu trop humbles, je crois, à cette manière. Les Hollandais sont beaucoup mieux. Ils sont beaucoup plus opportunistes et ça se voit maintenant aussi. Ils ont fait des grands pas en avance. Et ben, avec la Belgique, on n'a pas tout à fait la même. Quand on regarde pendant le confinement, on était le seul pays qui a donné du forfait pour l'Euro. On a retombé un niveau, on a dû jouer des pré-qualifs. Donc pour des bénévoles, c'est quand même très dur de continuer à prendre des congés pour tout ça, si on voit que le sport s'améliore pas vraiment. Donc, toi, qu'est-ce qui te donne l'envie à chaque fois d'y retourner en sélection, etc., même si c'est compliqué? Ben maintenant, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Au début, c'est un honneur quand même de jouer pour ton pays. C'est le plus grand honneur pour chaque sportif, je crois. Et il faut essayer de le faire comme c'est un rêve de gosse. Et après, c'est pour l'équipe, pour le public, que tu veux continuer à s'investir. Mais à un moment, l'investissement, ça s'arrête aussi si on voit qu'il y a pas assez de retour. Donc, on était à un moment avec beaucoup de joueurs, on réfléchissait à ce qu'on va quand même continuer à faire des sacrifices parce que maintenant, avec beaucoup de joueurs, on a commencé à grandir des familles et tout ça. Donc, c'est encore plus de boulot pour se libérer. Tu parles de structuration du hand en Belgique. Ce serait des choses qui t'intéresseraient d'ici 5-6 ans de participer à tout ça? Oui, bien sûr. Je pense que chaque joueur de Belgique qui est venu à l'étranger, ils ont vu comment ça marche, un club professionnel. Et je pense que pour la Belgique, ce serait très intéressant de ramener cette expérience et de le partager en plus possible dans les clubs, dans la fédération, parce que cette expérience est trop importante et dans notre pays, on a tout à apprendre encore là-dessus. On parlait de ton positivisme tout à l'heure. Autre chose qui marque quand on parle de toi aux gens, aux bénévoles du club notamment, c'est ton tempérament fédérateur et de leader d'un groupe. On le voit quotidiennement, tu es vraiment très ouvert aux autres. Ça, c'est quelque chose de naturel que tu fais depuis que tu es tout jeune ou que tu apprécies, je suppose?
Oui, ben, Donc tu fais pas exprès peut-être? non, non, ben, merci pour le compliment, mais ouais, ça vient naturel. Ben, moi, j'adore les groupes et je trouve que les groupes sont plus forts que les individus. Et pour moi, c'est très important que le groupe vit bien, le groupe se sent bien et que chaque individu là-dessus se sent bien aussi. Et depuis ma jeunesse, je me suis toujours mis en service du groupe, si c'est au boulot, dans une école ou n'importe où. Je pense il y a toujours des gens qui ont des capacités différentes et je me suis toujours senti bien comme un modérateur quand il y a besoin ou juste comme un motivateur ou quelque chose comme ça. Quand tu arrives ici, tu veux pas forcément le faire et ça te rattrape, c'est plus fort que toi, tu deviens leader ou comment tu Oui, expliques ça? je crois, c'est vraiment naturel. Ben, mon rôle sur le terrain, ça Ouais, demande aussi, aussi un mais peu oui. ça. Ça, c'était au début très compliqué parce que quand tu parles pas le français et tu veux t'exprimer, mais tu arrives pas vraiment, c'est très dur de communiquer avec les autres. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai bien amélioré le français, je ne sais pas, hein. Mais non, non, c'est vraiment quelque chose qui vient naturellement, spontané, et que oui, je ne fais pas l'effort là-dessus. J'ai une opinion, j'aime bien de le partager. Et quand ça peut aider le groupe, tant mieux. Mais il y a forcément besoin de joueurs qui parlent peut-être trop des fois, et des autres qui se sont moins à l'aise là-dessus. Donc, c'est ça qui est toujours intéressant dans un groupe. On a fait des profils cette année aussi, Mhm. et ça se voit aussi Ouais, ouais. sur le profil que je suis très à l'aise là-dedans. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été comme ça. Pour les auditeurs qui nous écoutent, Jérémy Roussel a apporté cette année un petit test qui permettait de voir le profil psychologique, etc. de certains, et c'était quelque chose de très très intéressant qui avait été fait auprès du groupe professionnel. T'as des souvenirs d'enfance déjà de toi leader dans la cour de récré, quand tu fais des trucs, tu penses que c'est un truc que t'as vraiment depuis que t'es tout petit? Oui, bah, forcément, comme jeune sportif dans Hmm. la cour de récréation, hein, Toujours différent. quand on jouait des Ouais. différents sports, mais oui, tu dis aux autres très vite, ben, on peut faire comme ça, comme ça, comme ça. Ben, et les gens écoutent à ce moment parce que quand tu es un peu doué au sport comme jeune, ben, euh, comme jeune, ça donne un peu de respect, je crois. Et là, Et c'était t'en as assez. rapidement pris conscience de cet impact que tu peux avoir sur les autres? Je crois inconsciemment, je me suis jamais rendu compte. Oh, là, je peux bien Oui. profiter de cette. C'était pas plutôt manipulatif, mais oui, j'ai aussi un voix assez fort. Je suis assez présent dans tout ce que je fais et ben, j'ai quand même aperçu que les gens sont plutôt à l'écoute. Donc, T'as parlé tout à l'heure des bénévoles en Belgique, etc. Nous aussi au club, bon, tu le sais que tu es un des chouchous des bénévoles depuis ton arrivée. On sent que tu veux toujours que les gens soient à l'aise. Enfin, mettre à l'aise les gens. ah, j'aime bien, oui, que Oui. les gens se plaisent déjà dans le club, mais aussi dans tout ce qu'ils font, notamment d'un bénévole. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour des gens qui s'investissent pour un club, et surtout ici, il y en a beaucoup qui font beaucoup de travail et qui n'attendent rien en retour. Et ben, surtout quand tout le monde très accueillant dès mon arrivée, ben, sûrement ça me donne envie de converser, de passer des petits mots après le match, surtout parce que tout le monde apprécie vraiment tout ça. Prendre un petit verre après le match, oui, je me sens vraiment, vraiment à l'aise ici. Et ça n'a rien à faire à mettre les autres à l'aise. Ça fait juste parce que moi, j'aime bien faire ça. Et parce que ben, ici, c'est très naturel. C'est déjà depuis le début, je crois. Cette équipe des bénévoles et de Saran, tu la côtoieras minimum jusqu'en 2024. Tu as prolongé ton contrat il y a quelques semaines. À cette occasion, Fabien Courcial a déclaré: les événements de la saison en cours, notamment sur le plan personnel, ont offert une maturité et une sérénité supplémentaires à Tom. Alors déjà, est-ce que tu es d'accord
avec le coach? Et si oui, explique-nous ça. Il faut toujours être d'accord avec le coach. Donc, Bon, tu l'as dit tout à l'heure, mais ce qui s'est passé sur le plan personnel, c'est tu as eu un enfant, oui, une oui, petite fille durant l'année. Ça a changé des choses? oui, forcément quand même. Je me sens quand même encore un peu comme un enfant, mais maintenant, je me sens comme un enfant avec une très grande responsabilité. Donc, oui, oui, on a plus tout seul. On a quelqu'un à penser et ça change tout finalement. Tu t'attendais que ça change autant de choses? Je me suis préparé pour ce changement, mais j'étais pas préparé que c'était aussi radical quand même. Je pense qu'on n'est jamais prêt pour ce changement. C'est quelque chose qu'on tombe dedans et qu'on va expérimenter. Ça m'a fait grandir de toute façon. Je dois dire assez souvent non aux amis ou à Adri notamment quand il me demande de passer à la maison. Il y a des fois des autres priorités maintenant et c'est le plus important. C'est maintenant elle la plus grande priorité et responsabilité et tout le reste on Dans doit. ton quotidien, c'est ça que ça a changé, revoir surtout tes priorités, tu trouves? Oui, 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 même pas revoir. C'est forcément une priorité. Et là, il faut essayer de faire vivre avec tous les autres. Maintenant, il y a les autres responsabilités qu'on essaie de faire au mieux. Mais oui, si la petite ne va pas bien, ben, tout l'autre, on le met à côté, forcément. Je pense que chaque parent pense un peu comme ça. Oui, déjà en tant que parent, et même après, il y a ta vie aussi de sportif professionnel qui est quand même, vous êtes très réglé avec les siestes, les moments de récupération et tout. Pas facile aussi d'allier tout ça, de trouver un bon équilibre au départ, je suppose. Non, non, ça a été très dur toute honnêteté. Le premier mois, c'était vraiment quelque chose que je devais régler à la maison, surtout. T'étais prêt, mais peut-être pas à ce point à gérer cette nouvelle routine. Oui, oui, et en plus, on peut pas forcément créer une routine parce que la routine dépend de la petite finalement. Et si la petite décide, ok, maintenant tu dors pas ou moi je dors pas, ben, forcément on va pas dormir, on n'a pas de choix. Donc c'était vraiment à l'adaptation un peu. Et ben, physiquement, je le sentais quand même. Je faisais des erreurs que j'ai pas l'habitude d'apprendre. J'économisais un peu dans le jeu. Je faisais des petites blessures qui étaient quand même pas normales, qui étaient dures à gérer. Et ben, c'était la fatigue en première instance. C'est un peu, on était un peu entre les deux, entre un grand bout de bonheur et un grand coup de fatigue chaque journée. Et c'est un peu survivre quand même, survivre pour le faire au mieux la vie à la maison, mais aussi faire au mieux au club. Et c'est quand même frustrant quand tu sens que tu n'arrives pas à faire ton meilleur niveau. On s'est dit ça va passer petit à petit, mais ça s'améliore quand même. Et de plus que ça s'améliore, de plus qu'on arrive à structurer à la maison et de plus qu'on arrive à retrouver le niveau un peu. Donc, Non, il y a eu ces dernières semaines des débats autour notamment de la joueuse de Toulon, Chloé Bulleux, de sa grossesse, etc. Forcément, dans le handball féminin, on parle beaucoup plus de ce sujet-là, puisque les mamans portent les petits, mais c'est vrai que la paternité dans le sport pro, même chez les papas, c'est aussi un enjeu avec ces premiers mois où vous devez vous adapter à des situations toutes nouvelles, quoi. oui, oui, oui. Ben, déjà, un mois de congé de paternité, on n'a déjà pas. Donc ça, c'est déjà assez dur parce qu'au début, tu veux juste être à la maison tout le temps. Et je pense que la naissance était le dimanche soir et le lundi, j'étais libre pour soigner mes deux femmes. Et après, ben, mardi, on a retourné à l'entraînement 2 fois par jour. Donc, je faisais un peu les voyages entre l'hôpital et les entraînements. Après, le retour à la maison était encore plus dur parce que forcément, Sarah, elle était encore en train de récupérer un peu, même si elle s'est récupérée très, très, très vite. Mais forcément, t'as 4 mains à la maison en plus pour soigner. Au lieu de faire un peu de repos, de bien manger, non, c'est d'abord soigner les deux femmes et après soigner toi-même et ça se sent physiquement quand même. Donc oui, oui, c'est quelque chose qu'on n'attend pas. On se prépare vraiment pour la grossesse, mais pour après, on n'est jamais vraiment préparé. Et ben, surtout pour moi, comme
en Belgique, je sais un peu comment ça marche avec l'aide sociale et tout ça. En France, je sais pas trop, donc on s'est débrouillé tout seul. Heureusement, il y avait quand même beaucoup d'amis qui se sont présentés pour donner un coup de main parce que nos deux familles sont loin, donc c'est encore plus dur. Mais forcément, c'était vraiment chaleureux d'avoir tous les coups de main des amis qui se sont présentés, donc ça fait forcément plaisir. Pour finir, on a pu au cours des montées te découvrir chanteur ou animateur de soirée. T'as d'autres passions en dehors du hand de ce type-là? La chanson, la danse, le festival, je pense que c'est ma plus grande passion. Non, depuis que j'étais jeune, j'ai adoré de la musique. Le festival en Belgique, c'est forcément très populaire. À Celt, il y a un très grand festival, Pukkelpop. C'est énorme. Donc, pour ceux qui adorent la musique, ils peuvent venir à Pukkelpop. Vous m'écrivez un petit message et vous restez à la maison et on y va ensemble. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Non, j'ai toujours adoré ça et faire des voyages aussi. Juste découvrir dans les autres pays la musique, le voyage, la danse, c'est un peu ma passion. Et pour finir ce podcast, où tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, tu auras 40 ans. C'est loin. Mais Ah oui. où tu te vois? Oh. Où est-ce que tu aimerais être? Ouais. D'abord, je me suis arrêté à faire des projections vers le long terme parce que chaque année a changé tellement radical pour moi. Je suis venu en France pour une année pour essayer. Après, je suis parti direction Massy avec une copine française. Et maintenant, je suis arrivé à Saran pour re-signer ma 5e année en France avec un enfant. Donc, je pense il y a 5 ans, j'avais jamais prévu ça. Donc, c'est très dur. Si tu disais ça au Tom qui travaillait à Decathlon à 21 ans. Impossible. Tu croirais pas du tout? Non, pas du tout. Non. Je me suis toujours dit, je suis bien ici. Je vais pas partir loin parce que je me sens trop bien. Laisse tomber que je vais trouver une Française et je vais retourner en Belgique avec un bébé. Non, je me suis jamais dit ça. Mais bon, tant mieux. C'était une des plus belles surprises de ma vie. Donc, mon expérience en France, ça a été magnifique, plus beau que j'ai pu espérer. Et qu'est-ce que je peux m'imaginer dans 10 ans? Si je peux vivre aussi de bonheur que j'ai vécu le 5 ans passés, même les 10 ans passés, je serais très content. Je voudrais juste continuer comme ça et espérer que la santé va bien de ma famille et de tous mes proches. Je pense que ça reste quand même le plus important. On l'a vu les années passées avec le Covid, ça peut quand même tourner très vite. Donc la santé et la liberté quand même qu'on a retrouvée, qu'on peut quand même continuer à vivre libre, épanoui et avec beaucoup de bonheur, je pense que c'est le plus important. Merci beaucoup, Tam. Avec plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. J'espère que vous en avez appris plus sur Tom Robbins. Moi, j'en ai appris beaucoup. On se retrouve très vite, en tout cas, pour un nouveau numéro. Salut.